Bonjour, bienvenue dans ce cours de microéconomie 1. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la continuité du cours de S1. Donc ce cours de microéconomie 1 s'adresse à tous les étudiants inscrits en premier semestre, module microéconomie 1, toutes sections confondues. Dans le cadre du premier chapitre, nous avons vu le calcul économique du consommateur. Nous avons découvert un certain nombre d'outils analytiques qui permettent de comprendre le comportement du consommateur lorsqu'il est en train d'affecter son revenu, en fait ses ressources rares, pour satisfaire ses besoins illimités. Aujourd'hui, nous allons démarrer le deuxième chapitre qui porte sur le deuxième agent économique important qui fait l'objet d'analyse microéconomique, c'est le comportement de l'entreprise ou bien le producteur. En fait, tout comme le consommateur a un objectif et des contraintes, un objectif c'est la maximisation de la satisfaction, des contraintes c'est l'affectation des ressources rares de façon optimale, l'entreprise également a un objectif. Nous avons toujours supposé, selon la théorie économique, que l'entreprise cherche à maximiser le profit, même si cela n'est pas toujours le cas, mais ce n'est pas le moment de remettre en cause les hypothèses microéconomiques. Et les contraintes de l'entreprise sont représentées ou bien sont traduites par son budget de production dont il dispose et en plus des prix des facteurs, le travail et le capital. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui, donc, c'est comment se comporte une entreprise rationnelle. Voilà une grande question. Alors, l'entreprise, elle est définie sous plusieurs approches. L'approche qui nous intéresse ici, c'est l'approche économique. C'est l'approche économique et selon cette approche, l'entreprise est définie comme étant une unité de production. Une unité de production, c'est-à-dire qu'elle a pour mission principale la production de biens et de services qu'il va vendre sur le marché en vue de réaliser un profit. Et donc l'entreprise est ici, il est appréhendé comme étant un processus de transformation. Un processus de transformation, et qui dit processus fait allusion à des éléments qui entrent dans le processus et des éléments qui sortent de ce processus. Alors, ce qui entre dans le processus, ce sont les inputs, ou bien les intrants. Et ce qui sort, c'est l'output, c'est le produit fini. Ce produit fini, il est destiné à être vendu sur le marché, en vue, bien sûr, de la réalisation d'un profit, et retenant donc préalablement que l'entreprise ne produit pas pour produire, mais il produit pour vendre, et il vend pour réaliser un profit. Alors, du côté des inputs, ou bien des facteurs de production, alors nous avons, pour produire, l'entreprise doit combiner des ressources telles que la main-d'œuvre, les machines, les matières premières, et ainsi de suite. Alors, ces éléments-là, une fois transformés dans le cadre d'un processus qui doit être bien organisé et bien géré, alors ils vont donner naissance à un output, c'est le produit fini, et le produit fini, c'est le bien ou le service que l'entreprise offre sur le marché. Et donc, nous distinguons ici trois phases dans la gestion de l'entreprise, trois grandes phases. La première phase qui fait référence à la gestion technique de la production. Pourquoi? Parce que l'entreprise, pour produire, elle a besoin de combiner de façon, je dirais, optimale les facteurs de production. Et donc, on parle de la gestion technique. En produisant, c'est-à-dire en transformant les ingrédients, l'entreprise supporte des coûts. Et donc, l'entreprise doit gérer sa fonction de coût. Et en troisième lieu, une fois elle est sur le marché, il est question de calculer la quantité optimale à offrir. Et cette quantité optimale à offrir dépend bien sûr du niveau du prix sur le marché, d'où la fonction d'offre. Alors, la fonction de production sera définie comme étant une fonction des facteurs de production. Nous avons conventionnellement l'habitude de réduire ces facteurs de production à deux grands facteurs en fait, c'est le travail et le capital. Le travail fait référence à la main-d'œuvre, donc toutes sortes de main-d'œuvre, manuelle, intellectuelle, et ainsi de suite. Et le capital fait référence aux outils de production, les machines, ce qu'on appelle, si on est en comptabilité, tout simplement les immobilisations. Pour la production, l'entreprise doit acheter. Il doit acheter les facteurs, et donc il doit acheter le travail, et elle doit acheter le capital. Le prix du travail, c'est le salaire, et le prix du capital, c'est l'intérêt. Et donc on définira une fonction de coût total de la sorte, travail fois le prix du travail, plus capital fois prix du capital, avec bien sûr, c'est des notations que nous allons donc retenir au fur et à mesure.
P indice T, c'est le prix du travail, et P indice K, c'est le prix du capital. Et donc, on aura, tout comme chez le consommateur, revenu égal à X, PX plus Y, PY, le coût total, ou bien c'est le budget de production, sera dépensé ainsi. Une partie du budget de production sera absorbée par le travail, et donc c'est la quantité du travail, le nombre d'unités. Et les unités du travail ici peuvent être soit les ouvriers, soit les jours de travail, soit les heures de travail, et ainsi de suite, fois le prix de chaque unité de travail. Plus le capital fois prix du capital, c'est-à-dire le nombre d'unités du facteur capital fois le prix de chacune. Et le coût total ici, il est fonction de la quantité produite, comme nous le verrons plus tard. Du côté de la fonction d'offre, donc l'entreprise doit déterminer la quantité optimale à offrir, et cette quantité optimale sera une fonction du prix de vente sur le marché. Généralement, ce prix de vente, il n'a pas de contrôle. L'entreprise n'a pas le contrôle sur le prix de vente parce qu'il est fixé selon la loi de l'offre et la demande, puisque le cadre d'analyse ici, c'est le marché de concurrence pure et parfaite. Et donc, on va se retrouver avec trois grandes catégories de gestion qui vont structurer ce chapitre en trois sections. La gestion technique de l'entreprise. Il s'agit pour l'entreprise de fixer, bien de déterminer une combinaison optimale des facteurs. Et puis la gestion économique de l'entreprise qui a pour objectif la réduction des coûts. Et donc, il s'agit de calculer la quantité optimale que l'entreprise doit produire en vue de minimiser le coût de production. La minimisation du coût de production renvoie à l'efficience en tant qu'aspect de la performance recherchée par l'entreprise. Et puis, au niveau de la fonction d'offre, on parlera de la gestion plutôt commerciale de l'entreprise, puisque l'entreprise cherche à maximiser le profit, c'est la finalité. Cependant, il convient de le souligner ici, l'entreprise ne peut maximiser le profit que si elle a réduit les coûts, et il ne peut réduire les coûts que si il évite le gaspillage, c'est-à-dire il évite la sous-utilisation des facteurs de production, et cela ne peut être réalisé que si la combinaison technique des facteurs est optimale. Alors donc, nous avons dit que ces trois gestions vont structurer ce chapitre, et donc ce chapitre, le présent chapitre qui porte sur le calcul économique du producteur, sera donc organisé en trois grandes sections. La première section, c'est la fonction de production, la deuxième section, c'est la fonction de coût, et la troisième section, c'est la fonction de profit et la détermination de la quantité de l'offre optimale. Alors, dans le cadre de l'étude de la fonction de production, nous allons introduire un certain nombre d'hypothèses. Ce sont des hypothèses simplificatrices ou bien réductrices. Elles sont simplificatrices dans la mesure où, comme nous allons le découvrir, l'entreprise est une réalité plurielle, elle produit plusieurs biens, elle combine plusieurs ressources, et donc c'est une réalité assez complexe. Cependant, dans la mesure où la théorie économique ne peut pas embrasser toute cette réalité assez complexe, et donc on introduit des hypothèses. Généralement, ils sont simplificatrices, comme nous allons le voir, mais ils nous permettent un peu d'avancer dans l'analyse. Alors ici, nous allons retenir principalement deux grandes hypothèses. La première hypothèse, l'hypothèse H1, nous allons supposer que l'entreprise ne produit qu'un seul bien. Un seul bien, c'est-à-dire un seul output, un seul produit. Alors dans la réalité, rares sont les entreprises qui ont un portefeuille monoproduit. Mais on suppose ici que l'entreprise ne produit qu'un seul bien pour tout simplement n'avoir à étudier qu'une seule fonction de production. Et ce qui est valable pour un bien, on peut le généraliser à d'autres biens. Deuxième hypothèse, nous allons faire la distinction entre la courte période et la longue période. Alors la longue période ou la courte période ici, ce ne sont pas des périodes, je dirais, nominales réduites à un certain nombre d'années ou de mois. Non, la courte période et la longue période, ce sont des périodes qui s'interprètent de la façon suivante. Alors en courte période, généralement l'entreprise ne peut pas augmenter de taille. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas augmenter le capital, parce que l'augmentation du capital fait partie de la décision d'investissement, et la décision d'investissement, c'est une décision à long terme. Par contre, en courte période, il est possible de faire varier le travail, et donc nous allons supposer qu'en courte période, seul le facteur travail est variable, mais le capital, il est fixe. En longue période, l'entreprise a le temps suffisant pour faire varier à la fois le travail et le capital, et donc, suite à la variation simultanée du travail et du capital, l'entreprise peut changer de taille, et nous parlerons par la suite de rendement d'échelle, alors que dans la courte période, nous parlerons
de rendements marginaux ou bien de rendements non proportionnels. Alors cette distinction entre la courte période et la longue période, elle a des effets sur à la fois la gestion technique, sur la gestion économique et sur, je dirais, la gestion commerciale. Alors, retenons que la courte période désigne une période de temps abstraite durant laquelle les structures de production restent inchangées. Lorsqu'on parle de structure de production, c'est-à-dire le capital surtout. Alors, en courte période, nous allons supposer que, conventionnellement, le travail peut varier, donc c'est le seul facteur variable, mais le capital, il est fixe. Alors, quelles sont les conséquences sur la fonction de production? Et donc, la fonction de production Q égale à F de T, K fixe, K0, et donc, la quantité ne variera qu'en fonction du facteur variable, parce que le facteur capital, dans ce cas, serait neutre, c'est le capital. Et donc, on peut réduire la fonction de production qui est au départ une fonction à deux variables, on peut la réduire à une fonction en une seule variable, et donc on peut écrire sans prendre de risque Q égale F de T. Alors, sur le plan de la fonction de coût, et donc on aura le coût total qui est constitué du coût du travail et du coût du capital. Il sera donc décomposé, structuré en un coût variable, c'est le coût du travail, et un coût fixe, c'est le coût du capital. Et le profit peut être positif à court terme, le profit peut être positif si le prix est supérieur au coût moyen de production, mais à long terme, généralement, il y a une baisse tendancielle du profit, c'est-à-dire qu'à long terme, puisque l'entreprise opère ou bien évolue dans un marché ouvert, le profit positif de courte période va attirer de nouvelles entreprises qui vont s'installer. En s'installant, ces nouvelles entreprises augmentent l'offre sur le marché, et lorsque l'offre augmente, face à une demande que l'on suppose, je dirais, constante, là encore c'est une hypothèse, et donc le prix baisse, et ce qui fait le prix s'aligne avec le coût moyen, et donc on a tendance à une disparition du profit. Et donc vous voyez que la courte période n'est pas sans effet, à la fois sur la fonction de production, sur la fonction de coût, et sur la fonction de profit. Par contre, en longue période, et là encore c'est une période de temps abstraite durant laquelle on suppose que la structure d'entreprise peut évoluer. Et donc en longue période, on va supposer que le travail peut varier au même titre que le capital. Et donc on aura ici une fonction à deux variables. La quantité produite sera déterminée en fonction du nombre d'unités de travail et du nombre d'unités du capital utilisées pour des fins de production. Et le coût total sera constitué principalement des coûts variables, puisque tous les coûts deviennent variables, sauf que le coût du travail, c'est un coût véritablement variable, mais le coût fixe, il varie. Ça, c'est une question que vous allez découvrir dans les prochains semestres. Alors, les coûts fixes varient en palier, par palier, selon la structure d'entreprise, mais en tout cas, le coût total devient des coûts variables. Alors, à long terme, on assistera à une tendance à la baisse du profit. On assistera à une tendance à la baisse du profit puisque l'entreprise, comme je viens de l'énoncer, l'entreprise évolue dans un marché de concurrence pluriparfaite et donc, généralement, le profit positif de courte période attirera de nouvelles entreprises qui vont s'installer sur le marché. Et donc, nous allons, comme il est donc précisé tout à l'heure, nous allons analyser la fonction de production de courte période et nous analyserons par la suite la fonction de production de longue période. Alors en courte période, le travail est le seul facteur qui varie et donc la fonction de production devient une fonction à un seul facteur variable. Alors pour analyser et comprendre l'évolution, je dirais, de la production à court terme, nous allons commencer par un exemple, c'est-à-dire une analyse empirique de la fonction de production à travers un cas concret. Alors, nous allons supposer que dans un atelier, on combine des unités du travail variables, ici le travail varie de 1 à 9, mais le capital, il est fixe. Le capital, il est fixe. Alors la production totale, comme vous le remarquez sur le tableau, n'évolue, bien ne réagit qu'à la quantité du travail, puisque le capital est supposé constant, et un facteur fixe, il est neutre. On l'a neutralisé, il ne peut pas avoir un effet sur la directe, je dirais un effet direct sur la production totale. Alors, comment on peut lire ce tableau? Alors, un seul ouvrier ou bien une unité du travail produit à lui seul 30 unités du produit fini ou bien de l'output.
2 unités du travail produisent 70. 3 unités du travail, 3 ouvriers produisent 120. 4 produisent 160. 5 produisent 185. 6 produisent 198. 7 produisent 203. 8 produisent 203. Même quantité, apparemment la production cesse d'augmenter. Ici, on augmente le travail, c'est-à-dire en passant de 8 à 9, et bien la production diminue de 203 à 198. Alors si on se limite à l'observation de la production totale, eh bien on peut dire que lorsque le travail augmente, la production totale augmente, elle atteint un maximum, ici au niveau de 8, et puis elle devient décroissante. Comme nous le verrons, donc la courbe par la suite de la production totale sera représentée par une courbe en S. Une courbe en S. Alors cependant, la production totale à elle seule ne nous donne pas une idée sur le rendement. Sur le rendement, c'est-à-dire sur la productivité, je dirais, de chaque ouvrier. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de calculer le rendement de 2 manières différentes. Le rendement moyen traduit par la productivité moyenne, ce que nous avons l'habitude de noter PM, retenez bien ces notations. La production totale, nous allons la noter de façon conventionnelle P et T majuscule, productivité moyenne P et M majuscule. Et la deuxième manière de mesurer le rendement, c'est la productivité marginale qui a beaucoup plus de similitudes avec, je dirais, l'utilité marginale que nous avons découvert ensemble dans le premier chapitre. D'accord. Alors, comment on calcule la productivité moyenne? Alors, la moyenne, c'est le total sur la quantité. Alors, la productivité moyenne sera calculée par le rapport de la production totale sur le nombre d'ouvriers. La production totale sur le nombre d'ouvriers, il est bien précisé ici sur la diapo. Productivité moyenne, c'est la production totale sur le nombre d'unités du travail. Alors, si on applique cette formule, eh bien, on mettra 30 sur 1, c'est 30, 70 sur 2, c'est 35, 120 sur 3, c'est 40, 160 sur 4, 40 également, 185 sur 5, c'est 37, 198 sur 6, 33, et enfin 198 sur 9, c'est 22. Alors, comment évolue la productivité moyenne? Alors, cette fonction de productivité moyenne mesure la contribution moyenne. Il mesure la contribution moyenne de chaque ouvrier. La contribution moyenne de chaque ouvrier dans la production totale. Alors, cette productivité moyenne, elle est croissante, comme vous le constatez, de 30 à 35 à 40 à 40, donc elle est maximale au niveau du 4e ouvrier, et puis elle devient décroissante. Et donc, tout comme la production moyenne, la productivité moyenne a un maximum, et puis elle devient décroissante. Cependant, la productivité moyenne, en tant qu'indicateur de rendement, elle pêche par un certain nombre d'insuffisances, ou bien de limites. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la moyenne, eh bien, on suppose que les ouvriers contribuent de la même façon. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas le cas. Pourquoi? À titre d'exemple, le premier ouvrier produit 30, les deux produisent 70. C'est comme si chacun a produit 35. Mais est-ce que le premier a produit 35? Non, il n'a produit que 30. Mais la moyenne, elle arrange les moyens, c'est-à-dire les modestes, mais elle pénalise les meilleurs. Comme lorsqu'on parle de la moyenne de la classe en microéconomie c'est 12,5, mais est-ce que tout le monde a eu 12,5? Il y a ceux qui ont moins et ceux qui ont plus. Et donc la moyenne, elle pêche par ces insuffisances. C'est la raison pour laquelle elle est généralement dépassée lorsqu'il s'agit de mesurer le rendement effectif de chacun des ouvriers. Alors la meilleure façon de traduire la contribution de chaque ouvrier, c'est de calculer sa productivité marginale. Et donc vous allez le remarquer par la suite, nous allons, lorsqu'il s'agit de qualifier les rendements, est-ce qu'ils sont croissants, ils sont décroissants, nous allons nous focaliser sur la productivité marginale et non sur la productivité moyenne. Alors la productivité marginale, elle est calculée par la formule variation de la production totale sur variation du travail. C'est comme l'utilité marginale du bien X, l'utilité totale en n moins utilité totale n moins 1 sur xn moins xn moins 1. Ici, on va remplacer l'utilité totale par la production totale et on
remplacer le bien X par le travail. Et donc, productivité marginale du travail sera variation de la production totale sur variation du travail, qui est égale à la production totale de la nème unité du travail, moins celle qui la précède, c'est-à-dire la production totale de n-1 sur la nème unité du travail, moins la n-1e unité du travail. Et comme vous l'avez constaté ici, la variation du travail est toujours égale à 1, et donc la productivité marginale sera calculée par la variation de la production totale. Ainsi, donc en appliquant cette formule, on aura les calculs suivants. Productivité marginale de 1, c'est 30. Pourquoi? Parce qu'on a supposé qu'avant 1, il y a un 0. Si on n'utilise pas du travail, eh bien la production totale est égale à 0. Et donc 30 moins 0, c'est 30. 70 moins 30, c'est 40. 120 moins 70, c'est 50. 160 moins 120, c'est 40. 185 moins 160, 25. 198 moins 185, c'est 13. 203 moins 198, c'est 5. 203 moins 203, 0. 198 moins 203, c'est moins 5. Donc, vous remarquez ici que lorsque la production totale est maximale, la productivité marginale égale à 0. Et donc, on peut définir la productivité marginale comme étant l'accroissement de la production totale entraîné par l'accroissement d'une unité du travail, tout comme la définition de l'utilité marginale. Alors là, il y a un certain nombre de relations qui vont tout de suite attirer notre attention. Nous remarquons que, premièrement, lorsque la production totale est maximale, la productivité marginale est égale à 0. Pourquoi? Parce que, en parlant de variation sur variation, eh bien, c'est tout simplement la dérivée première. Pourquoi la productivité marginale est égale à 0 une fois la production totale est maximale? Eh bien, c'est parce que la productivité marginale, c'est la dérivée première de la fonction de production totale. Et donc, la production totale est maximale suppose automatiquement que la productivité marginale est égale à 0. Première relation sur laquelle nous reviendrons par la suite. Deuxième relation qui attire notre attention ici, c'est que lorsque la productivité moyenne est maximale, elle est égale à la productivité marginale. C'est la raison pour laquelle nous avons ici au niveau de la quatrième unité du travail, productivité moyenne du travail égale à 40 et productivité marginale du travail égale à 40. Nous reviendrons sur ces démonstrations par la suite. Alors si l'on cherche à représenter graphiquement les courbes, eh bien, l'allure de chacune des courbes, production totale, productivité moyenne et marginale, eh bien, ils sont de cette forme. Eh bien, c'est une forme générale. Ce type de courbe nous accompagne tout au long de ce chapitre. Et vous remarquez donc les relations que je viens de souligner tout à l'heure. Lorsque la production totale est maximale au niveau de la 8e unité du travail, la productivité marginale passe par 0. Et lorsque la productivité moyenne est maximale au niveau de 4, alors là, elle est égale à la productivité marginale. Et donc, le point d'intersection entre les deux courbes, productivité moyenne et marginale, doit se situer au maximum de la productivité moyenne. Un autre point qui doit attirer notre attention ici, c'est le maximum de la productivité marginale au niveau de la 3e unité du travail. Eh bien, lorsque la productivité marginale est maximale, tout en sachant que la productivité marginale, c'est la dérivée de la production totale, eh bien, lorsque la dérivée passe par le maximum, la fonction primitive passe par un point d'inflexion. Alors, ce point d'inflexion, c'est un point de changement de vitesse sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Alors maintenant, cette évolution que vous avez devant vous, est-ce que c'est une évolution particulière parce que le tableau et les chiffres qui composent le tableau ont été, je dirais, calculés sur mesure pour donner cette forme de courbe, ou bien tout simplement, est-ce que c'est un cas général? Eh bien, c'est un cas général, ce n'est pas un cas particulier. Alors, pour comprendre une telle évolution de la productivité marginale et de la production totale, nous allons revenir à notre cas concret. Alors, nous allons supposer un atelier. Un atelier dont la structure est fixe. Lorsqu'on parle de la structure, c'est le capital, même la superficie de l'atelier, elle est fixe. On ne peut pas augmenter la superficie. D'accord. Dans cet atelier, nous allons installer du capital fixe, c'est 6 machines. Nous avons 6 machines, 6 postes de travail. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, ces 6 machines seront occupées au fur et à mesure par le travail et nous verrons comment évolue la production. Alors,
puisque le travail varie, donc on peut faire varier le travail, nous allons commencer par mettre le premier ouvrier sur la première machine. Nous avons recruté le premier ouvrier. J'espère que sur la diapo, l'image il est bien clair. Donc le premier ouvrier qui occupe la première machine produit à lui seul 30. La production totale c'est 30. Lorsqu'on recrute le deuxième, il va occuper la deuxième machine. La production passe tout de suite à 70. Le premier a produit 30, comme si chacun avec les 70 produit 35, mais ce n'est pas le cas. Faites attention, la productivité marginale, moyenne plutôt, je veux dire la productivité moyenne, ne traduit pas la réalité des choses. Donc avec les deux, la production totale passe à 70 parce que le rendement du premier est supérieur au rendement du deuxième. Le rendement du premier c'est 30, le rendement du deuxième c'est 40. On continue à recruter. Le troisième ouvrier occupera la troisième machine et la production passe à 120, la production totale passe à 120, comme si chacun produit en moyenne 40, mais le troisième ouvrier produit plus que les deux premiers, puisque le premier ne produit que 30, c'est la productivité marginale, le deuxième ne produit que 40 et le troisième produit 50. Donc le rendement du troisième, je dirais, il est plus élevé que les rendements des deux premiers. Nous continuons à recruter, donc le quatrième ouvrier occupe la quatrième machine. Nous avons encore des postes qui sont libres et donc on peut recruter. Avec les 4 ouvriers, la production totale passe à 160. Comme si chacun produit 40, c'est la production moyenne. C'est normal parce que la moyenne ne constate que la contribution approximative. Le quatrième ouvrier à lui seul a rapporté 40 unités de production. Nous continuons à recruter. Le cinquième ouvrier occupe la cinquième machine. La production grimpe à 185, mais en fait il n'augmente que de 25. Il n'augmente que de 25. Je dirais le rythme de la production s'affaiblit de plus en plus. Avec le sixième ouvrier, le capital est saturé. La production passe à 198 et la productivité marginale n'est que de 13, c'est-à-dire que la production effective du sixième ouvrier n'est que de 13. Vous avez remarqué une certaine décroissance, c'est normal parce qu'on commence à saturer. Au départ, il y avait un certain acharnement entre les ouvriers, chacun essaye de faire mieux que les autres, mais lorsque l'atelier se sature de plus en plus, eh bien le rendement s'affaiblit, c'est tout à fait normal. Continuons à recruter. Nous allons recruter le septième ouvrier. Nous avons saturé les 6 postes de travail que nous avons, les 6 machines. Le septième ouvrier n'aura pas de poste de travail. Mais on peut l'affecter pour distribuer, pour servir une certaine, je dirais, nettoyer l'atelier, ainsi de suite. Il aura toujours un travail qui va l'occuper. La production augmente légèrement, de 5 unités tout simplement, parce qu'elle passe de 198 à 203. Nous continuons à recruter. Le 8e ouvrier, il est là, sachant que les postes sont déjà saturés. Le 7e s'occupe de, je dirais, du nettoyage et, je dirais, la distribution des matières premières et ce dont ont besoin les postes de travail. Donc le 8e ouvrier n'a pas de tâche précise, à réaliser. Et bien tout simplement, il chôme au niveau de l'usine, au niveau de l'atelier, et son rendement devient 0 parce que la production totale n'augmente plus. Qu'est-ce qui va se passer si on continue à recruter le travail? Et donc avec le 9e ouvrier, la production totale baisse. Pourquoi elle baisse? Et bien là, la production totale baisse parce que, je dirais, il y a un certain encombrement au niveau de l'atelier. Nous avons 2 ouvriers déjà qui n'ont pas de tâches précises. Le 3e, eh bien peut-être qu'il sera un élément de perturbation. Le 3e, le 9e plutôt, et le 3e ouvrier, ici en rouge, qui n'a pas de poste de travail, eh bien peut-être qu'il va créer un certain rangement au niveau des rangements au niveau de l'atelier et la production totale baisse, et donc la productivité marginale négative. Si l'on continue à recruter le travail, c'est-à-dire à augmenter le travail, combiné avec du capital qui est fixe, eh bien la production totale ne cesse de diminuer et la productivité marginale continue de devenir un négatif. Et donc c'est un cas, je dirais, qui n'est pas spécifique, mais c'est un cas, je dirais, à généraliser. Et donc, pour éviter cette situation, c'est-à-dire la décroissance de la productivité marginale, il suffit tout simplement de faire varier le travail pour que le rendement du 7e, du 8e et du 9e ouvrier
ne soit pas négatif, eh bien, il faudrait installer de nouvelles machines. Mais est-ce qu'on peut installer de nouvelles machines? Non, parce que la installation de nouvelles machines, c'est une décision d'investissement et l'investissement a besoin du temps. Et donc, à court terme, l'entreprise ne peut pas acquérir de nouvelles machines, il ne peut pas augmenter la taille du capital. Et donc, cette situation, je dirais, la décroissance de la productivité marginale, c'est une situation que l'entreprise ne peut pas éviter à court terme, tant que le facteur capital est, je dirais, constant.